Bonjour à tous. Cela fait plus de 300 jours maintenant que Boualem Sansal croupit dans les geôles du régime algérien. Quelles sont les dernières nouvelles? Qu'attend sa famille? Dans cette émission, le témoignage depuis Prague de sa fille Sabea. Auparavant, on revient avec Stéphane Fournier de Cluster 17 sur les suites de la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Qu'attendent les Français du nouveau Premier ministre? Regarde-t-il cette séquence de recherche de compromis comme un théâtre que le public aurait déserté, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet dans les colonnes du Figaro la semaine dernière? Et puis question, avez-vous investi dans le Bitcoin? Et si cet investissement valait de l'or? Et si la France devait se positionner, est-elle en retard? Quels sont les défis? Eh bien, le point de vue d'un spécialiste dans cette émission. Bienvenue dans les studios du Figaro TV. Bonjour Stéphane Fournier. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Première question qui a agité ce week-end. Est-ce que la dégradation de la note de la France par Fitch a un impact sur l'opinion? Alors, je pense qu'il n'y aura pas d'impact direct de la dégradation par Fitch, parce que c'est des sujets qui sont, entre guillemets, complexes, très financiers, avec des impacts directs en plus qui sont assez limités. Pour autant, ça abstrait pour l'opinion. Abstrait, assez abstrait. Et en fait, on voit une progression de l'inquiétude au niveau de la dette publique dans l'opinion. Ça c'est le cas depuis la dissolution, en gros, et depuis que les dangers deviennent concrets, finalement, et que la question qui se pose, c'est qui va payer la facture. Et en fait, on voit bien que le sujet de la dette est un sujet de préoccupation des Français dès lors qu'il devient concret, tangible, matériel pour les Français. Et c'est ce qui, en ce moment, a un impact beaucoup plus que les notations, les débats, etc. Autre question, est-ce que, dans la lignée justement des questions budgétaires, est-ce que l'idée de revenir sur les privilèges, entre guillemets, des anciens ministres est populaire? C'est évidemment populaire, on s'en doute, puisqu'il y a une telle méfiance, voire une défiance vis-à-vis des politiques. C'est populaire, mais c'est parfaitement démagogique, parce qu'on sait déjà que c'est peanuts. La frontière est mince. La frontière est souvent mince entre ce qui est populaire et ce qui est démago, effectivement. Mais de fait, on peut le regretter ou pas, la défiance est telle à l'égard de ceux qui ont gouverné, des gouvernants, des élites en général. Et on le voit, cette défiance progresse d'ailleurs, malheureusement, depuis un an, qu'une telle mesure, effectivement, est populaire. Et à l'heure où vous demandez des efforts aux Français, effectivement, ça semble plutôt bien vu et bienvenu peut-être de la part de Sébastien Lecornu de présenter une mesure symbolique, mais effectivement populaire. Est-ce que tous les segments, pour reprendre les termes le jargon du secteur, est-ce que tous les segments de l'opinion sont alignés sur cette mesure? Non. Plus vous êtes proche de l'électorat macroniste, entre guillemets, plus vous êtes modéré dans vos opinions. Souvent, c'est lié aussi à votre niveau de revenu, à votre niveau de diplôme. Modéré, peut-être plus centriste sur vos opinions. Voilà. Ça ne veut pas dire modéré. C'est vrai. Plus vous êtes centriste, moins vous êtes attentif et réceptif à l'égard de ce genre de propositions. Et à l'inverse, le front anti-système qui va de l'électorat Mélenchon à l'électorat RN est effectivement le plus réceptif et le plus favorable à ce genre de mesures. Et en termes sociologiques? En termes sociologiques, plus vous êtes... c'est très corrélé au niveau de diplôme. Ce genre de questions, le rapport aux élites est très corrélé au niveau de diplôme. Autrement dit, plus vous êtes diplômé, plus vous êtes intégré dans la société en général, et moins vous êtes défiant vis-à-vis de la politique. Et à l'inverse, plus vous appartenez aux classes populaires, moins vous êtes diplômé, plus vous êtes anti-système en général. Est-ce que dans ces conditions, les mesures exigées par le PS sont acceptées dans l'électorat aujourd'hui? Si on prend la mesure la plus emblématique, qui est la taxe Zuckman, les sondages qui sortent montrent que c'est plutôt populaire. L'idée de taxer les riches, personne ne se considérant comme concerné, et c'est toujours populaire. Ça marche, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne, c'est pareil, ça fonctionne dans l'électorat de gauche principalement, et beaucoup moins dans l'électorat de droite, ce qui est à mon avis le sujet principal de l'équation qu'aura à résoudre Sébastien Lecornu. Alors précisément, est-ce que les Français souhaitent une alliance PS-Macronie ?
Non, et en plus de cela, non, c'est très minoritaire, y compris dans l'électorat, que ce soit dans l'électorat de gauche ou dans l'électorat macroniste. De toute façon, aujourd'hui, toutes les coalitions qu'on propose aux Français quand on sonde quasiment sont extrêmement minoritaires, extrêmement rejetées. La seule qui tire un peu son épingle du jeu, c'est quand on propose une union qui va de Renaissance jusqu'au RN. Ça, c'est la coalition qui est la plus populaire quand on interroge les Français. Pour la simple et bonne raison que quand vous êtes un électeur de socialiste, vous considérez qu'Ensemble est devenu trop à droite et qu'il y a un risque de trahir les valeurs de la gauche. Et quand vous êtes un électeur du centre ou du centre-droit, vous considérez qu'aujourd'hui les positions du Parti socialiste sont trop proches de celles de Jean-Luc Mélenchon. Et donc il n'y a pas de porosité très forte entre ces deux électorats. Et donc à mon avis, Emmanuel Macron a fait le choix de la sécurité en nommant Sébastien Lecornu, parce que effectivement, l'ensemble le plus cohérent aujourd'hui, y compris dans l'opinion, c'est entre l'électorat Renaissance et l'électorat républicain. Une coalition RN de Renaissance qui irait jusqu'au RN rencontrerait combien d'approbations dans l'opinion? Il y a environ, de mémoire comme ça, je crois qu'il y a environ un tiers, 30 à 40% des Français qui sont assez favorables à cette coalition. Et on le sent depuis un moment que dans l'électorat de droite, de toute façon, les digues morales qui existaient jadis ont très fortement diminué, voire même ont totalement sauté. Donc ça existe, puisque le RN... Bon, là, reprend un virage un petit peu anti-système et assez offensif contre les partis du système. D'ailleurs, il reprend cette terminologie qu'il avait un petit peu délaissée. Mais le Rassemblement national est perçu, pour une grande majorité des électeurs de droite notamment, comme un parti comme les autres aujourd'hui, et comme un parti institutionnel qui joue le jeu des institutions, et la stratégie de la cravate, la stratégie de la normalisation a très bien fonctionné auprès de tout un électorat de droite et du centre droit. Y a-t-il une volonté de dissolution dans l'opinion? C'est seule solution en cas d'échec, c'est en tout cas l'avis de François Hollande, l'ancien président d'ailleurs a tenu dans nos colonnes, exactement sur ce sujet les mêmes propos que ceux de Nicolas Sarkozy il y a 2 semaines dans nos mêmes colonnes. Comme quoi, ils peuvent être d'accord sur certaines choses. Effectivement, nous, quand on interroge les Français, on les a interrogés pour vos confrères du Point, il y a une dizaine de jours. 2 tiers des Français nous disent qu'ils veulent une dissolution. De la même manière qu'il y avait 2... Pourquoi ? Parce que c'est déjà, quand on demande aux gens s'ils veulent voter, en général ils disent oui. Quand on leur demande c'est assez logique, hein, on vous demande si vous voulez donner votre avis, les gens sont assez enclins à donner leur avis. Ouais. C'est paradoxal quand on connaît les chiffres de l'abstention, alors pas sur les dernières élections législatives après la dissolution, mais notamment sur le scrutin qui avait précédé les élections européennes notamment. C'est vrai, mais là, parce qu'il y a aussi un enjeu de blocage et que effectivement je pense que l'idée que le vote serait aujourd'hui le moins pire des moyens de dénouer la crise est en train de s'installer. Parce que la situation est tellement bloquée, tellement gelée à l'Assemblée nationale qu'à part un nouveau vote ou une démission d'Emmanuel Macron, les Français voient bien qu'il y a un nœud. Ce qui est intéressant, c'est que, ou plus exactement, est-ce que quand on pose la question d'une dissolution, est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on connaît d'ailleurs la réponse, concernant la situation de blocage qui pourrait résulter à l'issue d'une éventuelle élection? Nous, on pose des questions d'intention de vote quand on sonde. Donc on a une petite idée de si on votait la semaine prochaine, à quoi ressemblerait l'Assemblée nationale. Ça, on va y revenir. Mais les Français, je ne sais pas s'ils le perçoivent, ça, effectivement, que ce serait la même chose, voire que ce serait pire, parce que si on en reviendra, mais c'est peut-être ce qui se passerait, ce serait peut-être pire si on revotait la semaine prochaine. Donc je pense qu'on n'en est pas là vis-à-vis de l'opinion. Mais en tout cas, l'idée que c'est bloqué, que Emmanuel Macron est assez responsable, voire le principal responsable du blocage, et que donc une dissolution, c'est aussi pour sanctionner finalement le bloc central ou le parti au pouvoir, cette idée-là, elle est assez populaire, assez consensuelle aujourd'hui, en tout cas elle est majoritaire dans l'opinion. Plusieurs instituts font état d'une cote de popularité inférieure à celle de François Bayrou pour Sébastien Lecornu. Avez-vous les mêmes indicateurs ? On a globalement les mêmes indicateurs.
Je pense qu'il ne faut pas mettre cette responsabilité sur Sébastien Lecornu, qui est assez mal identifié dans l'opinion, qui n'est pas quelqu'un de très connu. C'est pas lui faire offense de le dire. C'est juste qu'il arrive dans un contexte de telle défiance et de tel agacement des Français que, de fait, sa popularité s'en ressent. Et en plus de ça, sa popularité est altérée par l'impopularité d'Emmanuel Macron qui atteint... Oui, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on se dit, une tête neuve, il n'a rien fait. Alors, enfin, en tous les cas, il est perçu comme tel, alors que... Bon, en plus, il était aux armées, qui est un ministère assez consensuel. Et où il a, en tous les cas, il jouit plutôt d'une bonne image. Donc, ce qui est assez frappant, c'est que il y a quelque chose, il y a l'enfer de Matignon, et l'enfer, c'est en matière de code de popularité. C'est l'enfer macroniste, je dirais, plutôt qui le touche. Hein. Le président de la République, il vient d'atteindre dans l'ensemble des baromètres d'opinion un niveau d'impopularité qu'on n'avait pas vu depuis le début de son décennat, du coup. Et chez nous, il est aujourd'hui la personnalité politique la plus rejetée, devant Jean-Luc Mélenchon, devant Éric Zemmour, devant Sandrine Rousseau, devant des gens très clivants et très impopulaires. Et pourtant, et donc c'est pour ça que Sébastien Lecornu, aujourd'hui, est face à une mission quasi impossible. Il est clivant, il est encore plus clivant, et il est radioactif. Exactement. Et on sent bien que toute la Macronie, tout le centre, est aujourd'hui en train j'allais dire de disparaître, mais en tout cas d'être très affaibli et d'être touché par une vague d'impopularité qui pourrait rebattre les cartes en vue des prochaines échéances. Est-ce que, malgré tout, le président de la République et la Macronie, comme vous dites, conservent un socle et on dirait, j'allais dire, un noyau dur? Tout à fait, un noyau dur qui reste assez proche de ce qu'il a été en 2017 et 2022, avec des électeurs justement plutôt centristes, assez modérés dans le sens où ils sont pour une certaine stabilité, attachés à une certaine stabilité économique, financière, institutionnelle, etc. Pour autant, ce socle, il est vraiment en train de s'éroder de part et d'autre. Déjà aux européennes, il s'était très largement érodé, puis aux législatives, d'où la légère remontée des Républicains, d'où l'existence aussi d'une social-démocratie qui est peut-être en train de renaître de ses cendres si Raphaël Glucksmann arrivait à s'émanciper un peu de la gauche. Et on voit bien que aujourd'hui, si on revotait, le bloc central, comme on dit d'ailleurs, n'aurait plus grand-chose d'un bloc et serait peut-être même devancé par les Républicains, d'après nos dernières études. Il y a un autre point intéressant dans vos dernières études, c'est qu'en cas de législative anticipée, le RN serait en recul. On l'a, nous, en léger recul, effectivement, depuis un certain temps. C'est quelque chose qu'on observe depuis 6 mois environ, où on a un RN qui plafonne, effectivement qui est en léger recul, mais qui reste quand même autour de 30%, donc je pense qu'il y a beaucoup de partis. Oui, mais beaucoup le voient autour de 33%, vous le voyez en dessous de 30% même. On l'a, oui, effectivement, dans notre dernier sondage d'intention de vote, il est à 29%. Et effectivement, le RN a été légèrement surestimé aux dernières élections par les sondeurs, par la moyenne des sondeurs, sans faire de reproches à qui que ce soit. Mais effectivement, nous, on l'a autour de 30%. Et c'est aussi parce que on a les Républicains un petit peu plus haut que les autres. On a les Républicains autour de 13-14%. Et avec un électorat qui est contigu entre les Républicains et Renaissance d'une part et les Républicains et le RN d'autre part. Pourquoi dites-vous qu'en cas de nouvelle élection législative, la situation pourrait être pire? Parce que hormis ce bloc du Rassemblement national qui lui reste à peu près stable à 30%, derrière, le bloc, on va dire, qui va des Républicains justement jusqu'à LFI, est très émietté. C'est-à-dire que vous n'avez pas de leadership en face du RN qui se crée, de telle manière que vous auriez une majorité, une alternative. Et donc, le Rassemblement national serait probablement très largement en tête et creuserait même son écart à l'Assemblée nationale en nombre de sièges.
mais avec la limite qu'ils n'auraient pas la majorité absolue. Donc, une situation encore plus complexe. Encore plus complexe, avec une grosse pression sur le Rassemblement national. Autre point, dernière question, Stéphane Fournier. Dans une de vos études, vous dites que les Français sont plutôt pro-business, mais à leur façon. Quelle est cette façon si française d'être pro-business ? C'est ce qu'on a vu dans une étude, effectivement, pour l'Institut, pour les Échos. Les Français sont effectivement beaucoup moins défiants qu'on le présente souvent vis-à-vis des entreprises. Il y a même finalement une assez bonne confiance, voire une très bonne confiance vis-à-vis des entreprises, notamment les plus petites. Mais ils sont pro-business à leur façon, parce qu'il y a un chiffre notamment qui est très intéressant, c'est que les Français veulent à la fois moins d'aide publique vis-à-vis des entreprises et aussi moins de normes. Donc en fait, on veut moins d'État, tout en ayant une stratégie de pilotage, de planification. Les Français restent attachés à ça. C'est cette vision un peu pompidolienne, un peu gaullienne du capitalisme, très français finalement. Et donc... la vision et le souvenir et l'image d'un capitalisme prospère. Exactement. Capitalisme prospère qui fait confiance à ses entreprises tout en ayant un État fort, mais qui laisse quand même les entreprises gouverner. Et l'État aujourd'hui est un peu en recul finalement aussi dans le cœur des Français quand même. On attend de l'État moins mais mieux. Merci beaucoup Stéphane Fournier. C'est peut-être un très beau programme, justement, peut-être pour un certain nombre de politiques. Merci beaucoup en tous les cas. Merci de nous avoir éclairé sur tous ces plans, sur ces points-là, qu'on va continuer bien évidemment à suivre, et bien évidemment tout le travail très intéressant, toujours de Cluster 17. Plus de 300 jours maintenant de détention pour Boualem Sansal. La mobilisation en faveur de l'écrivain ne faiblit pas. Le 28 septembre dernier, d'ailleurs, lors d'une soirée spéciale, il a reçu le soutien du philosophe Raphaël Enthoven. On y revient dans un instant avec sa fille. L'enjeu de l'enfermement de Boualem Sansal n'est pas seulement de priver de mouvement un homme de 80 ans contraint de soigner son cancer en prison. L'enjeu de son enfermement est de le priver d'imagination, de le dissuader de faire son métier, de raconter des fables, d'emporter l'adhésion d'un lecteur inconnu, d'inventer des mondes ou de poser un diagnostic sur le sien. L'enjeu de son emprisonnement, c'est de le réduire au silence intérieur. C'est la raison pour laquelle la meilleure réponse à apporter à la dictature, eh bien, c'est de lire et de relire et de diffuser les livres de Boualem Sansal, parce que leur existence même les rend fous. Parce que les Algériens, en l'occurrence ceux qui le tiennent en prison, haïssent le miroir qu'on leur tend en dévorant des livres qui défendent l'incroyance et la liberté. Bonjour Sabéa Sansal. Bonjour Vincent. Quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez? Quelles sont les dernières nouvelles de votre père? Ça c'est triste parce que j'ai pas les dernières nouvelles de lui. Aucune nouvelle. C'est pour ça que j'ai contacté hier soir l'ambassadeur tchèque à Alger et je lui ai demandé s'il a quelques nouvelles de lui. Il m'a dit qu'il pense qu'il est en prison, mais il ne sait pas grand-chose. Alors, je n'ai pas de nouvelles de lui, aucune nouvelle. Les précédentes nouvelles remontent à quand? Oh, mais c'était jamais les nouvelles officielles, jamais. Jamais les nouvelles officielles, mais pour vous, celles dont vous disposiez remontent à quand? Oh, ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Et c'est pour ça que l'ambassadeur tchèque à Alger, il m'a proposé de se mettre en contact avec son nouvel avocat français et qu'on fait une visite officielle, qu'il vienne avec moi et ma sœur à Alger pour une visite officielle en prison et de voir notre père. Mais moi, je ne pense pas que c'est possible. Si je reçois le visa ou quelque chose comme ça, je ne pense pas, on peut l'essayer, mais moi, j'ai un petit peu peur d'y aller. Vous avez peur aujourd'hui d'aller en Algérie? Oui, j'ai peur, parce qu'il me toujours pris comme une Algérienne. Alors, je peux rester en prison comme lui, alors je ne sais pas.
Parce que vous avez à la fois la nationalité tchèque où vous résidez actuellement, puisque cette interview se fait depuis Prague, et la nationalité algérienne. Moi, j'ai officiellement la nationalité tchèque, mais les Algériennes, je pense qu'ils me prennent comme une Algérienne, comme je suis la fille d'un citoyen d'Algérie. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez eu une réponse d'Emmanuel Macron à la lettre que vous lui avez envoyée? Non. Toujours pas. Non, non. C'était vraiment une lettre ouverte. C'était lu au gouvernement, partout. Aucune réponse de sa part. Malgré que je pensais qu'ils se connaissent. Je ne sais pas que amis, mais ils se connaissent personnellement, mais aucune réponse de sa part. Non. Qu'est-ce que vous admirez le plus, Sabéha Sansal, qu'est-ce que vous admirez le plus chez votre père? Alors vraiment, c'est le plus, c'est son courage, parce qu'il vivait, il écrivait, et il aime. Dans un pays qui, à mon avis, est devenu plutôt islamique, parce que les gens là-bas sont arrêtés de parler français, tout le monde parle arabe maintenant là-bas. C'est son courage qu'il pouvait penser, écrire librement. C'est son courage, oui. Son courage, ça, son courage, le fait de parler. Et vous estimez que le fait de continuer à parler français en Algérie était déjà en soi un acte de courage? Non, bien sûr, oui. Vous lui avez envoyé des lettres, des photos? Oui, et aujourd'hui je le regrette un petit peu parce que j'ai mis dans une enveloppe les photos de mes deux filles, ma soeur aussi, elle a mis des photos de sa famille, de son mari, des filles. Et je pense pas qu'elle a reçu. Je pense pas. Nous l'avons envoyé au moyen de cet ambassadeur tchèque. Mais on ne sait pas s'il a reçu ou pas. Vous avez transmis ces lettres, ces photos à l'ambassadeur tchèque à Alger, oui. Mais pour l'instant, vous ne savez pas si elles lui sont parvenues et vous n'avez pas eu de réponse. Oui, exactement. Aucune réponse. Jamais. Est-ce que vous arrivez à dialoguer avec les autorités algériennes, et notamment avec les autorités algériennes en poste, l'ambassadeur d'Algérie à Prague? Non, l'ambassadeur d'Algérie à Prague, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai essayé avec ma sœur d'envoyer une lettre adressée directement au président algérien Bedouni, mais sans la réponse, comme toujours. Vous n'avez pas reçu la réponse du président Tebboune. Si vous aviez aujourd'hui, Sabéha Sansal, un message à passer aux autorités françaises, quel serait-il? Parce que je sais que la situation politique n'est pas si bonne maintenant, parce que le gouvernement a tombé, si je sais bien. Je l'envoie ce message. Faites quelque chose réel, trouver un chemin diplomatique. C'est le diplomate qui doit faire la connexion, un dialogue avec les Algériens, si c'est possible. Ben, je ne sais pas. Je n'en sais rien, parce que je ne sais pas. Apparemment, ce n'est pas très possible. C'est dommage. Si vous aviez un message à faire passer aux autorités algériennes maintenant, quel serait-il? C'est un message le même. Donnez-lui une grâce
laisser-le sortir de la prison parce qu'il est vieux, il est malade, et il n'y a aucune raison pour le laisser en prison. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne pense pas qu'on peut faire ce dialogue avec ces gens-là. Je pense pas. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? C'est ça, cette incertitude, parce que j'aimerais bien voir mon père, je rencontrer, je veux lui recevoir mes filles de 10 ans, 16 ans, on veut se voir ensemble, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il vous reste de l'espoir aujourd'hui? Non, je commence à être un petit peu désespérée de cette situation, vraiment, parce que la France ne fait pas beaucoup, l'Algérie ne font rien, la République tchèque non plus. Alors, je suis désespérée, je suis déçue. On parlait tout à l'heure, juste avant notre entretien, on voyait un extrait de Raphaël Enthoven, et c'était lors d'une soirée à laquelle vous avez participé, qui était dans le cadre des universités d'été du laboratoire de la République, organisée par l'ancien ministre français Jean-Michel Blanquer. Est-ce que cette mobilisation, est-ce que ce genre de soirée, est-ce que cette mobilisation, à l'inverse, ne vous a pas quand même rendu un petit peu d'espoir? Alors ça, j'admire vraiment. Ces gens sont merveilleux. C'est vraiment surtout le comité de soutien à mon père. Ces gens que vous avez maintenant parlé d'eux, ils sont très intéressés par mon père, ils aiment, ils font beaucoup de choses pour lui. Ça peut faire quelque chose, mais je pense pas grand-chose, finalement. Je pense que pas grand-chose. Pourquoi la cause de votre père est un combat à mener au niveau international? Parce que je pense que si nous laissons intervenir les gens qui sont intéressés de mon père, comme l'Allemagne, ils aiment vraiment l'Allemagne, le Belge, la République tchèque, si on fait quelque chose ensemble, j'ai un peu l'espoir que ça peut faire quelque chose pour lui, mais je suis un petit peu désespérée, vraiment, malgré tout. Merci beaucoup, Sabéa Sansal, d'avoir témoigné en direct sur le plateau du Figaro TV, depuis Prague, où vous vous trouvez, ce qui explique justement cette visio. Merci beaucoup de votre témoignage, et on note que vous n'avez toujours pas de nouvelles récentes de votre père, et on continuera en tous les cas à essayer d'en avoir, d'en trouver. Merci beaucoup. Je signale également qu'il y a une opération qui a été menée et qui a été lancée donc depuis ces derniers jours, et notamment après cette soirée spéciale à Autun, soirée spéciale d'hommage à Boualem Sansal, une opération qui est Je lis Sansal, et on reviendra peut-être sans doute sur justement plus cette partie littéraire, que lire de Boualem Sansal, et avoir les témoignages de ceux qui soutiennent et qui s'intéressent et qui montent au créneau autour de cette cause et du sort de Boualem Sansal, emprisonné maintenant depuis 300 jours. Merci beaucoup, Sabéa Sansal. On associe également à la pensée qu'on a pour Boualem Sansal celle pour notre confrère Christophe Glaise, qui est détenu, lui aussi journaliste, qui est détenu maintenant depuis 16 mois, lui, plus d'1 an en Algérie. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci beaucoup. Oui, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés pour cette chose politique. Ça me donne
ça me donne pas de sens. Je n'arrive pas à y croire que ça se passe, mais je regrette toutes les personnes qui sont enfermées, condamnées ou quelque chose comme ça. C'est vraiment triste. C'est pas seulement mon père. C'est ça, voilà. C'est triste. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sabéha Sansal. Peut-être un motif d'espoir. Vous vivez dans un pays où il y a eu beaucoup de prisonniers politiques et un de ces prisonniers politiques, finalement, a pu être libéré et un jour est devenu le président de la République. C'était Václav Havel. Merci beaucoup, Sabéha Sansal, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous dans un instant. Les secrets du Bitcoin dévoilés par un des meilleurs spécialistes. La monnaie tutoie toujours la barre des 100 000 €. Sa valeur ne cesse de grimper. Question, la France est-elle à la hauteur du défi et des opportunités? Voici en tout cas le point de vue de Thibaut Boutron. C'est un entrepreneur du secteur qui était venu sur le plateau de Point de vue il y a quelques semaines. On est plutôt bien placé sur le plan technique au niveau de l'échiquier mondial. On va retrouver aujourd'hui des talents français chez n'importe quelle grande société crypto au niveau international. On a perdu un petit peu de vitesse avec un petit peu avec le climat réglementaire qui a mis un petit peu de temps à s'adapter, oui, qui est en train d'évoluer avec toute cette harmonisation qui est en train de se faire au niveau européen, là où d'autres zones géographiques ont été un peu plus pragmatiques. Donc on est en train de rattraper un petit retard qu'on a pris, mais on a les talents nécessaires sur le territoire pour se repositionner sur la carte. Alors, la France était une mine de talents. Bonjour Sébastien Gouspillou. On a l'impression qu'il y a moins de talents, ou en tous les cas, on a laissé les talents partir. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les talents dans l'innovation et la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une opposition assez frontale depuis 2017-2018, qui est assez globale, qui est venue d'en haut, notamment de Bruno Le Maire. Et donc, il y a eu une espèce de cristallisation autour de l'intérêt des blockchains, de la blockchain, puis après des cryptos, mais toujours on est passé à côté du sujet principal qui est le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a voulu faire de la blockchain sans Bitcoin en France, et c'est la base de notre retard aujourd'hui. Alors, c'est la base de notre retard. On va essayer d'un petit peu de comprendre, parce qu'à chaque fois, on essaye de comprendre ces deux concepts, le Bitcoin et la blockchain, et on se dit que c'est très intéressant, mais ça a l'air quand même très compliqué. Alors, la blockchain, déjà, peut-être une expression, une définition simple. Pour nous, la blockchain, c'est une brique technologique du protocole Bitcoin. Donc, la révolution technologique, c'est Bitcoin. La blockchain n'est que le registre comptable qui permet d'enregistrer les transactions du réseau Bitcoin. Donc, une blockchain en soi, c'est juste une brique technologique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En quoi le Bitcoin est neuf, et comment c'est devenu une monnaie? C'est neuf dans l'idée que c'est un concept la monnaie native d'Internet, c'est un concept qui a précédé Bitcoin de nombreuses années avant Bitcoin, avant 2008-2009. Il y a eu des projets, BitGold notamment, voilà, des organismes, notamment américains. La Citibank a beaucoup travaillé sur cette monnaie qui serait en capacité d'être échangée sur Internet sans s'adosser à un organisme financier existant. Et donc, on a toujours lutté. On n'a jamais trouvé la quadrature du cercle pour réussir à lancer cette monnaie. Il y avait toujours un point de difficulté qui était la possibilité de la double dépense ou le fait d'être adossé à une banque. Et donc, Satoshi Nakamoto, en 2008, a sorti son white paper pour expliquer que ça y est, il avait trouvé une manière certainement de rendre réelle cette monnaie native d'Internet. Et ça a été tout de suite identifié comme techniquement abouti. Et donc, ça a été suivi. Et donc, on connaît le succès depuis 15 ans de Bitcoin. Alors, ce succès, c'est qu'aujourd'hui, un Bitcoin atteint presque 100 000 €, 97 603,08 € à l'heure où on se parle. C'est un peu en baisse. C'est un peu en baisse par rapport aux jours précédents. Je ne regarde pas le cours au quotidien. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bitcoin conserve encore une certaine volatilité. Nous, on est convaincu de l'idée que ça va prendre de la valeur, que ça continue de prendre de la valeur. Quand j'ai commencé, moi, le Bitcoin était à 1 000 $. Donc, je dirais que... Et vous en aviez acheté à l'époque ?
Très peu, très peu. Moi, j'ai créé l'entreprise Big Block Data Center. Vous avez fait un bon gap. Oui, le gap était impressionnant, mais au-delà de l'aspect purement gain et l'aspect financier, nous, on a identifié que Bitcoin deviendrait l'étalon mondial et deviendrait se substituerait à l'étalon mondial qu'est le dollar aujourd'hui et qui n'est pas un étalon cohérent dès lors qu'il est soumis à la possibilité d'en imprimer autant qu'on veut. On va revenir justement sur le Bitcoin et effectivement sa montée en puissance. Jusqu'où peut-elle aller? Question quand même au niveau des talents et justement du savoir-faire français. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des talents, comme disait Thibaut Boutron à l'instant, ou est-ce que tout le monde est parti? Non, il reste encore des talents. Mais c'est vrai qu'on nous pousse dehors. Hein. D'abord, l'industrie bancaire a quand même tout fait pour qu'on ne puisse pas rester dans ce pays, en refusant de nous ouvrir simplement des comptes en banque. Il faut savoir que mon entreprise a été remerciée par les pourquoi trois plus... l'industrie bancaire est par rapport au Bitcoin, comme l'ont été par exemple les ouvriers du livre par rapport à l'imprimerie, à chaque fois qu'il y avait une innovation, on cassait la machine qui innovait parce qu'on avait peur de casser le métier, c'est ça? Bien sûr, je pense que c'est un peu ça. Oui. Les banquiers français, en tout cas, ont eu peur de l'innovation Bitcoin et ont tout fait pour nous couper les ailes. Oui. En quoi le Bitcoin pourrait justement menacer le système bancaire traditionnel? Pour moi, c'est une erreur de jugement. Je ne pense pas que le Bitcoin menace le système bancaire traditionnel. Si Bitcoin menace quelque chose, c'est les banques centrales. Et donc, c'est pour ça que les banquiers américains ont compris maintenant, hein, ont eu le même réflexe de blocage vis-à-vis des acteurs du Bitcoin au début. Mais depuis 2014-2015, les banquiers américains ont commencé à comprendre. Et donc maintenant, toutes les grandes banques américaines ont leur desk Bitcoin. Et nous, on a un peu de retard encore. Est-ce que la fuite de certains entrepreneurs, certains innovateurs en matière de Bitcoin est due aux résistances et aux réticences, au conservatisme, au mauvais sens du terme, français? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui jouent, notamment la vague d'insécurité qui touche ce secteur et les menaces d'enlèvement d'un certain nombre ou les enlèvements d'un certain nombre d'entrepreneurs? Alors, ça n'a pas encore eu forcément un effet significatif sur les départs de France des entrepreneurs. On a encore de très belles entreprises françaises qui sont restées, hein, qui arrivent à se battre et donc sont patriotes et veulent rester en France. On a Ledger, on a Paymium, on a CoinHouse, on a quand même quelques belles entreprises françaises qui sont des véritables pionniers, hein. Mais c'est vrai qu'on est parti d'un écosystème français qui était le leader européen de très loin. On avait les pionniers, vraiment les plus impressionnants d'Europe ici en France. Pas mal sont partis pour des difficultés bancaires, pour des difficultés législatives. Encore une fois, on a voulu créer un cadre et une régulation avant même que les entreprises n'existent réellement et un vrai marché. Aujourd'hui, la menace des kidnappings, elle est assez... elle révèle quelque chose, c'est que 80% des enlèvements, des kidnappings dans le milieu de la crypto sont faits en France, au niveau monde. Hein. Et donc la police nous explique très clairement que c'est dû au fait que les gangsters avaient beaucoup de facilité à recruter des petites mains en France. Et pourquoi ils ont une facilité aussi importante à recruter à vil prix, hein, des gens qui sont prêts à vous couper les doigts, à vous percer les genoux? C'est parce qu'ils savent qu'ils risquent rien. On a le système judiciaire le plus laxiste et les gars savent qu'ils n'iront pas en prison. Donc pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Je reviens justement maintenant sur la valeur du Bitcoin et sa montée en puissance. Pourquoi il faut prendre au sérieux le Bitcoin? Pourquoi faut-il d'ailleurs le prendre plus au sérieux que les autres crypto-monnaies? Alors, c'est deux choses très différentes, hein. Les crypto-monnaies, c'est donc un ensemble technique qui doit amener à décentraliser la finance, ce qu'on appelle la DeFi. Le Bitcoin, c'est très différent. La promesse du Bitcoin, c'est vraiment de devenir la monnaie de réserve mondiale. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Donc cette vision qu'on avait, nous, Bitcoiners early, est en train d'être prise en compte par Donald Trump. Et il est en train de faire de son pays le leader du Bitcoin, pour plusieurs raisons, mais la raison... Ce qui peut expliquer d'ailleurs les bras de fer qu'il y a avec la Fed et les gouverneurs de la Fed. Oui, tout à fait. En tout cas, apparemment, l'année dernière, Trump a été convaincu que Bitcoin allait jouer un rôle très important dans le nouveau système monétaire qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, avant c'était l'or, hein, qui était le référent mondial, puis c'est devenu le dollar. Aujourd'hui,
Trump voudrait dévaluer le dollar et se rend compte que ça n'est absolument pas compatible avec le rôle de réserve, de monnaie de réserve du dollar. Et donc, il est en train de s'approprier Bitcoin pour faire une deuxième monnaie US qui sera la monnaie de réserve mondiale. Donc, c'est quelque chose de très important de comprendre pour les États, les autres États que les États-Unis, notamment la France, l'Europe, de réaliser à quel point le Bitcoin est quelque chose d'important. Et on en est très loin. Comment ça peut devenir la monnaie de réserve mondiale? Ça s'imposera par son prix. Vous voyez, là, ce qui vous impressionne et ce que vous trouvez révélateur dans la solidité du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, il atteint 100 000 euros. Il a dépassé 115 000 $. Plus son prix va monter, plus on va réaliser que c'est la valeur ultime. Je vous pose la question différemment. Qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin? Plusieurs choses. Notamment le fait que c'est un réseau de paiement mondial, ça n'a jamais existé auparavant, que c'est totalement... Un réseau de paiement mondial, c'est-à-dire qu'on peut payer où on veut. Où on veut. Dès lors que votre interlocuteur est d'accord pour accepter vos bitcoins, vous pouvez payer absolument n'importe où dans le monde. Enfin, on peut le faire encore aujourd'hui, on peut payer en dollars, on peut payer en euros, on peut payer... non, vous ne pouvez pas payer en euros, nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Si vous vous baladez avec des euros dans le monde, vous ne pouvez pas les dépenser. Avec des dollars, on peut. Avec des dollars, on peut, mais pas partout. Vous voyez, vous allez en RDC, par exemple, avec votre dollar, personne n'en veut. Et avec un bitcoin, vous pouvez y aller? On arrive à trouver, à échanger, oui, bien sûr, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que chacun a un ordinateur? Alors, chacun n'accepte pas le bitcoin, et ça reste quelque chose qui est encore marginal, mais on a possiblement la possibilité d'échanger du bitcoin n'importe où dans le monde, oui, absolument. C'est contre-intuitif ce que vous dites, parce que justement, aujourd'hui, quand par exemple on part dans certains pays où il y a un système des infrastructures informatiques moins développées, on part pas avec une carte bleue, on va à la caisse, on les comptabilité, et on dit bon ben voilà, j'aurais besoin d'avoir tant d'argent en liquide parce que là ça se passera de la main à la main, et voilà. Donc tous les reporters, surtout dans les zones un petit peu sensibles, connaissent ça. Et ce que vous me dites, c'est que en revanche, quelque chose qui serait plus complexe, notamment qui passe par les ordinateurs, l'informatique, lui, serait plus accessible, et j'ai du mal à comprendre. C'est très accessible. Aujourd'hui, on peut échanger du bitcoin par le biais du réseau téléphonique, par SMS, on n'a pas besoin d'Internet. Donc, c'est pas encore extrêmement pratiqué, mais en Afrique, notamment, les échanges bitcoin peuvent se faire pair à pair, de téléphone à téléphone, comme la mobile money, sans Internet, par le réseau du téléphone. Donc, le frein technologique n'est pas quelque chose de décisif dans le cadre de l'expansion du Bitcoin. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, Sébastien Gouspillou, c'est que d'un côté, on a ce Bitcoin et de l'autre, on a les crypto-monnaies, le Littlecoin. Donald Trump voulait lancer également sa crypto-monnaie. Et on a l'impression que ça peut se créer à l'infini. À l'inverse, l'un des arguments de vente pour le Bitcoin, c'est de dire... Ce qui fait sa valeur aussi, c'est que c'est en nombre, c'est comme l'or, c'est limité. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est plus limité que d'autres crypto-monnaies? C'est le protocole au départ qui a fixé les limites du Bitcoin. Il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoins. Alors, donc c'est une émission. Et si quelqu'un s'avise de changer le protocole? Personne ne peut changer le protocole. Pourquoi? Parce que c'est dans le protocole. C'est comme ça. Il faudrait vraiment un consensus mondial qu'on n'atteindra jamais parce que personne n'est d'accord pour voir ces bitcoins se diluer. Si j'ai un bitcoin, je sais que j'ai un 21 millionième du total supply. J'ai pas du tout envie qu'on double ça. C'est pour ça que ontologiquement, il peut devenir une valeur refuge comme l'or. Bien sûr, mais pour nous, c'est la valeur de refuge ultime dès lors qu'il va se transformer en monnaie de réserve. Plus encore que l'or. Il semblerait que oui, parce que comme on l'a vu, l'or a été la clé de voûte de toute la confiance du système monétaire pendant des siècles. Il a été substitué par le dollar. Ces deux étalons sont pas bons, en fait, dans leur rôle. Pourquoi? Parce que l'or n'est pas auditable. Si vous voulez aller à la Banque de France et auditer leur or, ça n'a jamais été fait. Pour avoir un audit sérieux, il faudrait fondre l'or. Et donc, toute la base de confiance... Ce que vous appelez un or auditable, c'est de pouvoir vérifier la qualité et la pureté de l'or. Bien sûr, oui. On sait très bien que dans les banques centrales, vous avez des faux lingots d'or, des lingots d'or qui sont avec du tungstène à l'intérieur. Enfin,
ça n'est pas auditable. Je ne savais pas, mais vous me l'apprenez. Et donc, quand on s'intéresse au Bitcoin, on s'intéresse à l'or et à ses défauts. Ouais. Ça n'empêche pas du tout, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il ne faut pas avoir d'or, hein. Ça reste la valeur refuge de référence. On peut avoir de l'or que du tungstène. Encore que le tungstène peut avoir de la valeur. Pour le particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que monnaie de réserve, ça n'est pas auditable. Donc toute la base de la confiance se fait sur un asset qui n'est pas auditable. Et donc ça ne peut pas créer une confiance aussi parfaite que le Bitcoin. On lui prête d'autres vertus, notamment des vertus de certification. Disons que quelque chose qui est inscrit dans la blockchain Bitcoin est immuable, donc on ne pourra pas le changer. Voilà. En revanche, on peut tout à fait inscrire dans la blockchain Bitcoin une erreur. Donc c'est juste l'immuabilité qui peut être intéressante pour certaines choses, oui. Mais souvent on a beaucoup fantasmé sur cet intérêt-là. Voilà. La révolution de la blockchain, c'est la révolution de Bitcoin, c'est vraiment une révolution monétaire qui est en train de se jouer sous nos yeux et dans la grande indifférence de nos politiques aujourd'hui, alors que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Vous évoquiez tout à l'heure, au début de notre entretien, les réticences et la résistance du système français et des autorités françaises. Vous citiez Bruno Le Maire. On peut citer également Éric Woerth, l'ancien ministre, qui, lui, s'était montré préoccupé par les ravages écologiques du minage. Peut-être, puisque c'est une de vos spécialités d'ailleurs, rappeler, avant d'y venir, en quoi consiste le minage exactement ? Le minage, c'est toute la base de sécurisation du protocole Bitcoin. Le mining, c'est des milliers et des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui vont valider les transactions. En gros, ça remplace le tiers de confiance. C'est ce qui fait qu'on peut travailler sans un tiers de confiance. C'est tout le mur de sécurité autour du Bitcoin. C'est un mur qui grossit sans arrêt, hein, qui a énormément monté en hauteur depuis que je connais ça, moi, depuis 2015. Et donc le mining a une très forte absorption électrique, a besoin d'électricité. Ça, c'est un énorme consommateur d'électricité. Et c'est un avantage considérable pour un pays producteur d'électricité, alors que Éric Woerth, comme Bruno Le Maire, l'ont vu comme une pollution. Voilà. Et donc, pourquoi Éric Woerth ? Ah non, bien sûr que non, c'est tout le contraire. Même aujourd'hui, on est en train tout le monde le réalise. Mais c'est un avantage énorme pour un électricien d'utiliser le Bitcoin comme régulateur, comme équilibreur de son réseau. C'est un avantage considérable. Parce que c'est une batterie économique, en fait. Aujourd'hui, vous avez une absorption électrique en France qui peut aller qui peut être différente d'un facteur 3. Voilà, selon une absorption classique en journée et en pic, en hiver, en début de soirée, tout ça. Donc il faut avoir un réseau qui est capable de répondre au pic, mais qui le reste du temps est pratiquement, 2/3 de ce réseau est à l'arrêt. Oui, donc l'intérêt, c'est de pouvoir absorber les mégawattheures qui sont disponibles. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour que le pic puisse être absorbé, on est obligé de produire beaucoup. Or, il y a un problème de surproduction. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que le minage peut être une voie de sortie pour cette surproduction. C'est pas peu, c'est certain. En gros, aujourd'hui, nos centrales nucléaires travaillent à 60-65% de leur capacité quand elles sont conçues pour travailler à plus de 90%. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la demande et parce qu'on se sert aussi du nucléaire pour moduler en France. On pourrait très bien faire tourner nos centrales nucléaires à fond, comme elles sont conçues pour travailler, avec une absorption de tout ce qu'elles font par le mining. Et quand on monte en demande, le mining se coupe. Bon, c'est beau comme l'antique, ce que vous êtes en train de me raconter, Sébastien Gouspillou, mais si vous faites ça, justement, ça va baisser le tarif de l'électricité. Ce n'est pas une bonne opération pour des entreprises comme EDF ? Non, mais c'est une bonne opération pour les clients français. EDF n'a pas intérêt... c'est un équilibre, parce qu'il faut quand même que le fournisseur s'y retrouve aussi. Ah, mais le fournisseur s'y retrouve forcément. D'abord, la maintenance des centrales, le fait de moduler coûte beaucoup d'argent à EDF. C'est pas conçu pour ça, un réacteur nucléaire à eau pressurisée comme ce qu'on a chez nous. Donc ça leur coûte de l'argent. Et on se retrouve à vendre de l'électricité, malgré la modulation, on produit trop. Donc on se retrouve à vendre de l'électricité à prix négatif. Ça coûte beaucoup d'argent à EDF, ça. Donc non, c'est pas comme si ça n'existait pas. Le mining est expérimenté au Texas depuis 5 ans maintenant et reconnu par le patron d'ERCOT, donc qui est l'équivalent d'RTE sur le réseau américain, le réseau texan. Ils reconnaissent que ça a été un avantage considérable, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de blackout grâce au mining. Ils n'ont plus de blackout parce qu'ils produisent beaucoup
pour faire du minage, et quand il y a un besoin, on arrête le minage et on met sur le réseau électrique. Exactement, vous avez tout compris. Tout ce que vous me dites est passionnant, mais la France ne semble pas, en tout cas, prendre l'ampleur du défi, alors notamment pour les réticences qu'on a décrites, mais aussi ils ont laissé filer, on laisse filer en tous les cas, une filiale d'EDF et Exaion qui aurait pu faire le job. Absolument. Donc Exaion qui était spécialisé dans la récupération finalement des supercalculateurs, hein, ces énormes machines qui permettent de faire tourner les centrales, les machines informatiques qui permettent de faire tourner les centrales nucléaires. Alors, Exaion, c'est né d'une volonté d'EDF de s'approprier la blockchain. Donc ils ont monté des équipes au sein d'EDF pour voir comment EDF pouvait profiter de cette nouvelle technologie qu'ils envisageaient être la blockchain. La nouvelle technologie, encore une fois, c'est le Bitcoin, ce n'était pas la blockchain. Donc déjà, il y avait une confusion. Et donc, finalement, moi, j'ai participé à ces groupes de travail. Hein. Donc, moi, mon idée, évidemment, c'était qu'EDF mine. EDF était le plus gros producteur nucléaire du monde, reste aujourd'hui le plus gros producteur d'énergie nucléaire au monde. Il y avait un vrai besoin de mining. Le discours, c'était rendre la blockchain plus verte. C'était le discours de Bruno Le Maire à la Blockchain Week en 2018. EDF s'est emparé de cette idée-là, rendre la blockchain plus verte. Et donc, en tant que producteur d'électricité, énorme producteur d'électricité, ils ont décidé de travailler sur tous les protocoles qui n'étaient pas gourmands en électricité. Donc, tout le contraire de leur intérêt stratégique. Donc, Exaion a été créé avec cette vision de faire de la crypto-monnaie. Très vite, en cours de route, ils ont compris que la blockchain, ça n'avait pas en fait d'application autre que la monnaie, et ils se sont mis à vouloir développer leur activité sur toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Et donc, sur des activités en proof of stake, donc des protocoles qui, eux, ne sont pas demandeurs d'électricité, n'ont pas besoin de mining. Et donc, bah, évidemment, cette boîte-là n'a pas performé. Hein, et donc, aujourd'hui, Mara, l'acteur américain, qui est un de nos concurrents, vient se positionner en rachetant cette filiale d'Exaion en se disant, nous, on va choper le mining français. Cet énorme potentiel minier qu'il y a en France qu'on se refuse de faire travailler, ils l'ont acheté. Voilà. Pour faire du Bitcoin ? Mais évidemment, pour faire du Bitcoin. Et ça, nous, on le sait depuis que l'annonce a été faite. Et l'annonce avait été faite en disant, ça va être du cloud, ça va être de l'IA. Nous, on savait très bien que c'était du mining. Mara est une boîte de mining. Et là, Le Figaro, votre journal, a sorti vendredi l'info, comme quoi c'est bien du mining qu'ils viennent faire en France. Donc, et sur le deal, qui paraît énorme, EDF se dit, on vend notre boutique là, qui sert à rien, qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ce que vous dites, c'est que on peut en faire quelque chose. Bien sûr, on peut faire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui apparaît aux yeux du public, c'est qu'on rachète cette coquille vide, Mara rachète cette coquille vide, 170 millions de dollars. C'est pas par hasard. Sur les 170 millions de dollars, il n'y a que 29 millions de dollars qui reviennent, ou d'euros, hein, qui reviennent à EDF. Le reste dans le capital. Donc ça permet de monter des fermes de mining. C'est un marché de dupes hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'EDF est en train de donner aux États-Unis l'exclusivité du mining français, un énorme potentiel. On parle de 8 gigawatts. Donc c'est un marché qui excite à fond Mara. Et vous dites ça parce que vous aimeriez plutôt racheter l'entreprise ? Disons que si on avait consulté l'écosystème français, on avait largement de quoi faire ce marché-là, oui, sans problème, évidemment. Une dernière question, Sébastien Gossuliou, c'est la question écologique. Précisément, le mining et ces fermes de mining donc, sont très consommatrices et sont très voraces en matière électrique. Comment on peut arriver à faire quelque chose qui soit conciliable avec l'environnement et tout en répondant à ce défi ? On fait déjà quelque chose qui est conciliable avec l'environnement, parce que le propos du mining, c'est de venir se positionner sur les surplus électriques. Et l'exemple français est typique. On a une énorme capacité de production sur du nucléaire, donc une énergie propre, qu'on ne produit pas, parce qu'on n'a pas la demande. Donc en quoi créer du mining français serait une pollution ? De la même manière, faut bien les gens ne comprennent pas ça. Hein. On a un outil de production mondiale d'électricité qui est 3 fois supérieur à la demande mondiale d'électricité. C'est comme ça, hein, parce que l'électricité, ça ne s'envoie pas par la poste. Donc vous avez des endroits où vous avez d'énormes surplus d'électricité, et dans le même pays, des endroits où on est en manque d'électricité, parce que l'électricité, il faut la transporter. Et donc vous avez un déséquilibre systématique, et plus vous faites du renouvelable intermittent, plus vous avez besoin de grossir votre parc en puissance installée, pour délivrer une puissance qui est 3 fois inférieure à notre capacité de production. Le mining vient s'installer là-dessus. Vous savez qu'on dit que le Bitcoin consomme plus qu'un pays comme
la Suède, j'ai entendu, ou la Hollande. Sauf que ce pays qui s'est créé depuis 2008 et qui consomme énormément d'électricité ne s'est pas construit une seule centrale. C'est-à-dire qu'on a rajouté l'équivalent d'un pays comme la Hollande avec sa consommation électrique sans ajouter une seule centrale électrique. Ça veut bien dire qu'on est venu chercher l'électricité là où elle était disponible. Donc c'est absolument pas un défi écologique. Il y a certains pays, en tous les cas, qui ont fait le pari du Bitcoin, c'est notamment l'Équateur. Le Salvador. Le Salvador, pardon. Le Salvador l'a choisi comme deuxième monnaie nationale à côté du dollar. Donc le Salvador, c'est un pays qui n'avait plus sa propre monnaie, le colonne, depuis les années 70. Et donc le président Bukele, lui, a compris, est devenu bitcoiner assez rapidement et a compris qu'il allait faire gagner beaucoup d'argent à son pays en accumulant du bitcoin. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir éclairé sur le bitcoin. On y reviendra parce que c'est toujours un peu complexe, mais c'est très, très intéressant. Et effectivement, c'est en train de monter en puissance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Sébastien Guspillou. Et vous retrouvez demain Anne-Emmanuel Isaac ici pour un nouveau numéro de Point de Vue.